Mon expérience avec la DPJ, ou encore son acolyte de l'Ontario, la Société d'aide à l'enfance, débute il y a de ça environ 2 ans et demi. De cette expérience émane le présent poème intitulé « Fleur du mal ». Évade-toi si ta conscience et ta raison n'ont pas déjà été absoutes par mes griffes. Avant que ne te contamine le poison de mes parfums et de mes charmes maladifs, évade-toi, car tu entrevois l'éther de mes soupirs de rose qui s'épanouissent. Il te divulgue les épines de l'enfer, suintant de ma moralité évanouie. Imbécile, tu t'es caché la vérité, de mes intentions sadiques et mercantiles. Déplore maintenant candide et dévasté, leur cause, ainsi que tes remords inutiles. J'ai grandi au sein d'une famille nombreuse. Les valeurs que m'a léguées ma mère, en raison du décès de mon père alors que j'étais très jeune, sont nombreuses. Mais au sommet de cette liste trône, et avec beaucoup d'avance, la famille. Tout jeune, j'ai voulu aider autrui. Je savais qu'un jour, je travaillerais dans un métier qui m'amènerait à prêter assistance. L'hélicoptère était alors pour moi comme un objet de Dieu. Un objet qui devait servir à aider, à secourir, à redonner la joie de vivre. J'y ai cru longtemps. J'ai d'ailleurs joint les Forces armées canadiennes, où j'ai pu expérimenter ce dont j'avais tant rêvé. Par contre, au fil du temps, ce que jeune garçon j'avais vu comme un objet qui ne devait servir qu'à aider, j'ai dû me rendre à l'évidence que ce même objet pouvait détruire des vies. Aujourd'hui, alors que j'approche la cinquantaine, que ma mère n'est plus et que moi je suis grand-père, je dois dire que je fais face à une situation où, à nouveau, la Direction de la protection de la jeunesse, un organisme gouvernemental voué à la protection des enfants du Québec, organisme en lequel je voyais des sauveurs, m'a fait revoir ma position, m'a forcé à réévaluer, mais surtout m'a grandement déçu. Je dois me rendre à l'évidence qu'outre son image qu'elle tente trop souvent de décrire comme étant une de bienfaisance, de réussite nombreuse, il y a trop souvent des manquements, des décisions inappropriées, des familles déchirées, des enfances détruites, et pire encore. Dans mon cas, ce ne sont pas mes enfants qui ont été problème. C'est un dossier où mes petits-enfants ont été impliqués. C'est d'autant plus difficile à accepter. Les responsables se doivent absolument d'être pointés du doigt. Et il faut absolument comprendre pourquoi tant de familles se retrouvent ainsi en morceaux. Il est évident que je n'ai pas les moyens comparables à ceux qu'ont les centres jeunesse du Québec
quand vient le temps de faire leur bilan annuel. Je désire toutefois partager mon histoire afin de dénoncer les aberrations commises par la Direction de la protection de la jeunesse du Québec. Il est clair qu'avec le temps, l'organisme s'est déshumanisé, qu'il est devenu beaucoup trop bureaucratique. Je ne prétends surtout pas que l'organisme n'est pas nécessaire. Bien au contraire. Il est clair que certains enfants ont besoin d'être protégés, que des parents sont négligents et commettent des fautes. J'ajouterais même que mes deux petits-enfants avaient grandement besoin de leurs interventions. Ce que je remets en question, ce sont les façons de faire, mais surtout le fait que les intervenants ne sont aucunement imputables de leurs actions. Et à cause de cela, des vies sont broyées, anéanties, des relations familiales sont brisées, interrompues, des liens privilégiés entre les générations que devrait protéger l'organisme sont rendus inutilement difficiles, voire impossibles. Avec mon épouse, j'ai élevé ma famille, 4 enfants en tout. Ils avaient tous quitté le foyer familial lorsque l'appel qui allait changer ma vie à jamais est arrivé. C'était en novembre 2009. Pour une deuxième fois, la Société de l'enfance de Toronto avait retiré la garde de notre petite fille à sa mère. En fait, la petite avait été placée à nouveau en foyer d'accueil. Il s'agissait de la deuxième occasion en moins de 3 mois de sa jeune vie. On nous demandait maintenant de présenter un plan afin d'en obtenir la garde. Notre fille, elle, avait épuisé les nombreuses chances qui lui avaient été offertes. Nous devions d'obtenir la garde, et ça dans les plus brefs délais, sinon la petite serait mise en adoption. Il nous a fallu nous battre avec acharnement pour enfin obtenir la garde temporaire en août 2010. Cette ordonnance du tribunal était assortie d'une obligation de notre part de superviser tous les contacts entre l'enfant et sa mère, et ce, de façon visuelle. Il est évident que les autorités avaient agi de la sorte, suite à des motifs très raisonnables. Le processus avait été long et ardu. J'avais pu découvrir toute la perversité du huis clos qui existe au tribunal de la jeunesse et qui permet tant d'abus. J'ai été faussement accusé de plusieurs crimes que je n'ai jamais commis, et j'ai dû en faire la preuve. Les intervenantes présentaient des accusations mensongères, émises par ma fille comme des faits, prétendant même avoir fait des vérifications sans que ce ne soit le cas. Pourtant, personne n'a jamais dû répondre de ces atteintes gratuites à ma réputation qui me brisaient le cœur à chaque occasion. Il faut quand même le faire. J'ai été faussement accusé d'agression sexuelle sur mes enfants, d'avoir battu ma femme et mes enfants, d'être un homme violent et plus encore. Pourtant, on juge que comme j'ai fait la preuve du contraire, c'est sans importance et que je devrais oublier. Oublier. C'est bien le cadeau que je voudrais me faire, mais ça m'est impossible. J'ai été meurtri et les cicatrices sont profondes. C'est le 5 octobre 2010 que la DPJ prenait officiellement le relève dans le dossier de protection de notre petite fille. Le jugement de la Cour de l'Ontario, lui, n'avait aucune validité sur le territoire du Québec. En cette journée, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, nous octroyait à nouveau la garde temporaire de l'enfant. Nous étions heureux de la tournure des événements. Nous avons alors cru que nous aurions droit à une certaine accalmie et que la vie serait plus paisible. Or, c'est à partir de ce point que tout dans notre vie allait être chambardé et que nous avons eu à faire face à des décisions qui nous sont encore à ce jour incompréhensibles. Il faut dire qu'entre-temps, notre fille avait donné naissance à un second enfant, un fils, un grand prématuré, né après seulement 25 semaines de grossesse et qui pesait moins de 2 livres. Ce dernier a dû se battre intensément et très longuement pour survivre. L'intervenante au dossier, elle, s'était mise à prendre des décisions qui se contredisaient d'un jour à l'autre. Elle a multiplié les changements de direction, les décisions absurdes et arbitraires, ainsi que les mensonges. J'ai osé la dénoncer, et elle s'est alors servie de ma position de faiblesse, n'étant plus admis au tribunal, faute de moyens financiers me permettant d'avoir un procureur pour me représenter. Mais elle s'est surtout servie de ma relation avec mes petits-enfants pour me punir, obtenant du tribunal que les contacts entre eux et nous soient à sa discrétion. Il mettant fin immédiatement dans le cas de notre petit-fils et 2 semaines plus tard dans le cas de notre petite-fille. À partir de ce point, la DPJ a fait de moi l'homme à abattre. Elle s'est enlisée dans la mare de ses fabulations grotesques et de ses décisions inadéquates. Pourtant, la situation est des plus surprenantes. C'est la même intervenante qui avait été nommée pour faire l'étude du milieu familial,
qui nous avait évalués, qui nous avait très fortement recommandé au tribunal d'Ontario comme gardien de notre petite fille. On va présenter le bilan des DPJ. On trouve ça important une fois par année de faire le portrait de la détresse des enfants au Québec. C'est pas une fois de trop, c'est une fois essentielle. En 2010-2011, les DPJ du Québec ont reçu 76 469 signalements, soit 5 796 signalements de plus que l'an dernier. Il s'agit d'une hausse de 8,2 %. Comparativement aux années antérieures, cela constitue une augmentation importante. Bien qu'il soit difficile d'établir formellement les facteurs explicatifs de cette hausse, nous sommes d'avis qu'elle doit être interprétée positivement. Elle témoigne notamment, croyons-nous, d'une réponse favorable de la population à nos appels répétés de signaler à la DPJ les situations d'enfants en détresse. Le simple fait de pouvoir parler à quelqu'un, de confier ses préoccupations et ses inquiétudes, d'être guidé vers l'aide possible, c'est déjà beaucoup pour assurer le mieux-être et la protection des enfants. Alors qu'on se représente instinctivement l'enfance comme une période de douceur, de joie, de rire et de jeu, il existe au Québec des garçons et des filles de tous les âges et de toutes les classes sociales qui vivent dans le silence et très souvent au sein de l'intimité familiale des situations de violence qui changeront à jamais leur enfance. Par ordre d'importance, ces problématiques sont la violence psychologique et l'exposition à la violence conjugale. Les enfants qui vivent au cœur de cette tourmente en subissent au quotidien les conséquences et en portent les lourdes séquelles. La loi sur la protection de la jeunesse traduit le consensus qui existe maintenant au Québec, au sein de notre société, à l'effet que les abus physiques envers les enfants sont intolérables et doivent systématiquement être signalés. C'est sur ce consensus et sur la conviction profonde qu'il faille agir ensemble que repose l'obligation faite à tous les citoyens de signaler au DPJ l'enfant qu'on croit victime d'abus physiques. Cette obligation, elle est fondamentale, elle ne tolère aucun compromis. Pour cet enfant, une fois de plus, sera toujours une fois de trop. La responsabilité de signaler au DPJ ces situations nous appartient tous, comme nous appartient aussi celle d'agir dans le but de prévenir que ces situations arrivent. Ils ont bien beau se donner bonne conscience en faisant de telles conférences de presse en simultané à travers le Québec. Mais dans les faits, qu'en est-il? Dans mon cas, bien que nous ayons obtenu la garde par le tribunal d'Ontario, bien que j'ai fait de multiples demandes, et malgré l'article 6 de la loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit ce qui suit, et je cite, « Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendu. Jamais on ne m'a permis de témoigner, ni l'avocat de la DPJ, ni l'avocate qui représentait les enfants, ni le personnel de la DPJ n'était à l'écoute. On n'a même jamais tenu compte de mes interventions ou de mes commentaires. Pourtant, j'ai été celui qui avait vécu tout ce qui était passé en Ontario. Comment est-il possible pour une intervenante de mentir aussi souvent et s'en sortir ainsi? Comment est-il possible que nous en soyons rendus à voir des travailleurs sociaux mentir impunément pour diriger leur dossier? Alors que moi, on me menace de poursuite parce que je publie simplement la vérité. J'ai créé un blog afin d'énoncer les abus, afin de protéger mes petits-enfants, afin de faire valoir leurs droits. La raison est simple. C'était le seul et dernier moyen qui me restait de me faire entendre, de les protéger. Jamais auparavant je n'avais fait signalement à DPJ. Et jamais durant les 2 années n'en ai-je fait un seul. J'ai été contacté par les services de protection de l'enfance. Ce sont eux qui m'ont interpellé. J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux pour ma petite fille dans un premier temps, et ensuite pour mon petit-fils. Il a fallu l'incompétence, le mensonge d'une intervenante
qui s'est retrouvée dans une situation fâcheuse alors qu'elle n'était pas préparée pour la cour. Elle a préféré s'en prendre à nous et utiliser tous les outils à sa disposition pour nous démolir. C'était bien plus simple, nous n'étions pas représentés par un avocat. J'ai dû consulter, mais aucune thérapie, aucune médicamentation ne pourra jamais me rendre ce qu'on m'a pris, ce qu'on m'a volé. Rien ne pourra me faire comprendre pourquoi ceux qui sont censés protéger les enfants et les familles sont ceux qui les brisent trop souvent. J'ai fait confiance et on m'a trahi. Je me sens tellement absurde d'avoir laissé le sort de ces petits-enfants entre leurs mains. J'ai longtemps cru que le rôle de la DPJ était de faire tout pour protéger les enfants, de travailler avec les familles et même la famille élargie, afin de stabiliser la situation, mais surtout de conserver les liens des enfants avec les personnes qui leur sont significatives. Et c'est pourtant ce que la loi prévoit. Je croyais que le rôle de la police était d'enquêter afin de découvrir la vérité, d'agir de manière à prévenir les escalades de violence et d'empêcher les enfants de vivre dans des milieux où il y a des risques. Je croyais que le rôle de la justice était de découvrir la vérité et de la faire prévaloir à tout prix, ce que j'ai été naïf. Je suis 6 ans maire dans mon expérience avec tout ce qui entoure le processus de protection de la jeunesse du Québec. Il faut le vivre pour le croire. On y retrouve tant de choses incompréhensibles. La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est pour moi trop souvent la Cour des injustices. Les interventions policières à cet effet, elles, sont trop souvent questionnables. Et en ce qui concerne la DPJ elle-même, trop souvent elle fait à sa guise, sans jamais être importunée. D'ailleurs, de nombreux juges ont dénoncé le fait que trop souvent, le personnel de la Direction de protection de la jeunesse ne collabore aucunement en refusant d'appliquer les divers points prévus au jugement, et ce, lorsque ces derniers sont en désaccord. Pour tout citoyen ordinaire, agir ainsi aurait assurément des conséquences. Nous serions accusés d'outrage au tribunal. En ce qui me concerne, très tôt, les liens de confiance avec la Direction de la protection de la jeunesse ont été brisés. Il faut dire que la première impression n'a pas été trop positive. Dès les premiers contacts avec la DPJ, j'ai pu voir l'intransigeance et l'arrogance de son personnel. Je vous mets en situation. Du côté de la Société de l'aide à l'enfance de Toronto, on nous avait questionné afin de connaître notre intérêt à présenter un plan pour obtenir la garde de notre petite fille. On nous avait aussi confirmé que si l'évaluation du milieu familial se faisait assez rapidement, et si le tout était positif, il nous serait possible d'avoir la garde de notre petite fille pour un séjour prolongé durant la période des fêtes de 2009. Comme les choses ne bougeaient pas, j'ai laissé des messages, et comme on ne répondait pas à mes messages, j'en ai laissé un dernier où j'avisais le superviseur que dans le cas où on continuerait de m'ignorer, j'utiliserais une lettre ouverte dans les médias pour me faire entendre. Dès le lendemain, j'avais une réponse et même un rendez-vous pour le début de l'évaluation du milieu. Le matin même du rendez-vous, le superviseur en question n'a pas manqué de me lancer un appel téléphonique. Il m'a fait connaître ses doléances. Il disait qu'il n'avait pas l'habitude d'œuvrer sous la force de menace et que dans le cas d'une récidive de ma part, il s'occuperait personnellement de faire fermer le dossier et qu'il serait alors fort probable que je ne revoie pas ma petite fille. Après le rendez-vous, malgré l'urgence pour nous, bien que nous ayons fourni des lettres d'appui, dont une provenant d'une travailleuse sociale de la DPJ qui nous connaissait depuis 12 ans, et bien que nous ayons fait la preuve que nous n'avions aucun antécédent judiciaire, en quelque matière qu'il soit, il a fallu plus de 30 jours pour nous soumettre le rapport. Notre petite fille a donc passé la période des fêtes, son premier Noël en famille d'accueil, loin à Toronto. D'ailleurs, pour que le rapport nous soit remis, il a aussi fallu que je fasse appel à mon député. Comme par magie, le lendemain de son intervention, le rapport d'évaluation était prêt. Tout ce qu'on trouvait dans le rapport était positif, à l'exception d'un point. On disait de nous, en me ciblant plus particulièrement, que la coopération avec les grands-parents avait été assez difficile. On justifiait cette remarque par le fait que j'avais menacé d'écrire une lettre ouverte dans les journaux locaux et que par la suite j'avais fait appel à mon député. 2 jours après avoir reçu copie du fameux rapport, j'ai alors fait valoir que c'était mon plein droit de faire connaître mon insatisfaction et d'interpeller mon député.
J'ai aussi fait une demande afin que cette remarque soit retirée du rapport, étant donné qu'on m'avait avisé que c'était mon droit de le faire. Mon argumentation était que cette partie du rapport n'apportait aucune information pertinente en ce qui a trait à nos capacités parentales. On m'a alors répondu sur un ton moqueur que seule la personne qui avait produit le rapport pouvait l'amender et que cette dernière n'était plus au service de la DPJ depuis 24 heures. Elle avait été transférée. J'aurais évidemment pu obtenir satisfaction, mais il aurait fallu qu'un comité se penche sur la question et ça aurait évidemment pris des semaines, voire des mois. C'est tout de même ironique. On me blâmait pour mes actions et pourtant leur réponse rapide dans les deux cas où j'ai revendiqué avec plus de force tend à prouver qu'il m'était bénéfique d'agir ainsi. Ce sont les seuls moments où j'ai obtenu des résultats satisfaisants. Puis, il y a le commissaire aux plaintes. Parlons-en du commissaire aux plaintes. Lorsque vous êtes un grand-parent impliqué dans un dossier de protection de l'enfance, le personnel de la DPJ peut agir à sa guise, se présenter chez vous sans préavis, enquêter votre passé, vos antécédents judiciaires, votre crédit. Et pourtant, le commissaire aux plaintes, lui, vous répondra qu'il ne peut rien faire pour vous, que vous ne faites pas partie de cette clientèle cible qui se limite aux parents et enfants ayant des services offerts par la DPJ. Parlons maintenant de tous ces non-sens et des nombreux mensonges de l'intervenante principale au dossier qui m'ont fait découvrir cette culture qui règne au sein de l'organisme. Culture qui veut qu'on n'admette jamais ses fautes, mais surtout qu'on se protège les uns les autres. J'ai pris conscience, durant la 3e semaine d'octobre, d'un premier non-sens. L'intervenante de la DPJ nous avouait qu'elle entendait recommander à la Cour que la garde de notre petite fille nous soit confiée pour une autre année et que notre petit-fils, lui, un grand prématuré, soit confié à sa mère. Je lui ai alors mentionné que je ne comprenais pas cette décision, étant donné que notre fille n'avait même pas d'endroit où aller vivre elle-même, à ce moment précis. Quand l'intervenante s'est rendue compte de cette bourde, mais surtout qu'on lui avait menti, elle s'est ravisée et elle a décidé de recommander que les deux enfants soient placés avec nous, les grands-parents maternels. Depuis le début novembre, et ça jusqu'au 6 décembre inclusivement, moi et mon épouse étions quasiment les seules personnes à visiter notre petit-fils toujours hospitalisé au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. L'intervenante insistait alors pour que je me tienne au courant des besoins qu'aurait le petit à sa sortie de l'hôpital. Encore une fois, je devais manquer des journées de travail afin de recevoir l'information et informations pertinentes. Notre petit-fils devait quitter l'hôpital sous peu, alors qu'il avait eu une stomie. Il nous fallait donc apprendre comment changer les sacs. De plus, son état nécessitait que certains étirements soient exercés avec lui afin de le rendre plus souple. De plus, on prévoyait qu'il serait possible que l'oxygène soit nécessaire à la maison à son arrivée. Le 29 novembre 2010, l'intervenante rencontrait notre fille en notre présence avec son accord. Elle lui annonçait alors ses intentions, c'est-à-dire de recommander au tribunal de nous donner la garde des deux enfants pour une période d'1 an. Notre fille venait d'être impliquée dans un accident d'automobile alors qu'elle était à bord d'un automobile taxi. Depuis quelques jours, elle demeurait avec nous afin que nous en prenions soin, ce que son mari disait ne pas pouvoir faire. Cette journée-là, elle a affirmé à l'intervenant de l'EPJ qu'elle avait décidé depuis peu de quitter son mari et de venir demeurer avec nous et les deux enfants. Si bien que les documents légaux lui ont été servis par huissier à notre adresse en date du 1er décembre 2010. Il stipulait, comme elle l'avait mentionné lors de la rencontre du 29, que la DPJ recommandait que les deux enfants nous soient confiés. Le 5 décembre 2010, j'ai contacté l'intervenante pour lui faire part de certaines inquiétudes en ce qui concerne notre fille. Cette dernière était retournée auprès de son mari, et son attitude était très changeante. J'ai alors fait part de mon inquiétude sur la possibilité que notre fille tente de nous bloquer à l'hôpital. L'intervenante nous a alors rassurés. Elle disait avoir pris les dispositions nécessaires afin que nous puissions être en contact avec le personnel médical et que nous puissions être préparés à recevoir le petit à sa sortie. Elle disait avoir tous les droits sur l'enfant et qu'il était impossible pour notre fille ou son mari de nous faire bloquer. Le 6 décembre, fort de ces informations de sa part, et comme depuis 1 mois les parents ne visitaient presque plus l'enfant à l'hôpital, à l'exception de peut-être 2 occasions pour la mère, j'ai fait le choix de prendre une passe de stationnement mensuelle
afin d'éviter des frais inutiles. Le lendemain, 7 décembre, j'avais rendez-vous avec la stomologue pour apprendre à changer les sacs et avec la physiothérapeute qui m'avait demandé d'amener une caméra afin de pouvoir capter des images qui me permettraient de revisualiser les différents exercices à exécuter avec le bébé une fois revenu à la maison. Le 7 décembre, à mon arrivée à l'hôpital, ma fille était présente et à ma grande surprise, elle m'a fait bloquer. Elle avait changé de procureur au cours des derniers jours et m'a fait indiquer la sortie par le personnel de l'hôpital. J'étais incrédule, je ne comprenais plus rien. J'ai tenté de joindre l'intervenante. Évidemment, je n'étais pas trop content de la tournure des événements. J'ai été traité comme un criminel devant les autres parents. On m'a demandé de quitter l'hôpital. Les parents qui avaient abandonné l'enfant depuis plus d'1 mois décidaient de reprendre leur place et en même temps de nous tasser. N'obtenant pas de réponse de la part de l'intervenante, j'ai contacté son supérieur immédiat et j'en ai par la suite payé le prix. Le lendemain, soit le 8 décembre, l'intervenante de la DPJ qui en date du 1er décembre recommandait que les 2 enfants soient placés avec leur grand-parent maternel pour 1 an, décidait de recommander que notre petit-fils soit placé en foyer d'accueil et que notre petite-fille continue de nous être confiée pour une période d'1 année, prétextant un conflit entre moi et le père biologique du garçon. Ceci fut représenté au tribunal le 13 décembre et fut rejeté. Ensuite, elle a recommandé que notre petit-fils soit confié à la mère à la condition que cette dernière aille vivre avec l'enfant au relais des jeunes familles à Montréal et à la condition que le père s'abstienne de vivre avec eux pour une période de 6 mois. Ceci fut aussi refusé. À ce point, la DPJ avait décidé de traiter les dossiers de mes 2 petits-enfants séparément. Par la suite, ils ont fait la recommandation que notre petit-fils soit confié à la mère à la condition que cette dernière aille vivre avec l'enfant au relais des jeunes familles et que les parents puissent demeurer ensemble, mais à condition de s'abstenir de toute consommation de drogue. Malgré le fait qu'il s'agissait d'appartements supervisés par un organisme, je m'objectais fermement à ce projet, en raison des risques pour la santé physique de mon petit-fils. Ce dernier avait été diagnostiqué avec une dysplasie bronchopulmonaire du nouveau-né prématuré. J'avais personnellement visité l'endroit en date du 1er décembre précédent et décidé qu'il était infesté par les moisissures et champignons. Lors de ma présence sur place, j'avais avisé la directrice de l'organisme de mes inquiétudes. Et par la suite, l'intervenant de la DPJ, verbalement dans un premier temps, et par écrit par la suite de mes observations à cet effet. On a fait fi de chacune de mes mises en garde. Le 23 décembre 2010, lors d'une comparution au tribunal, l'intervenante de la DPJ, elle, était absente. Elle avait dû être remplacée. Il fut alors apporté à l'attention de l'avocat de la DPJ que notre fille avait préalablement demandé à pouvoir amener sa fille, dont nous avions la garde temporaire, dans une fête de Noël qui devait avoir lieu à Montréal au relais des jeunes familles. L'intervenante avait omis de faire le suivi, mais par contre, elle prétendait que j'avais accepté de reconduire la petite pour cette activité. Nous en avions bel et bien discuté, mais j'avais avisé l'intervenante que je refusais d'être victime de la manipulation de notre fille. Cette dernière refusait depuis un bon laps de temps tout contact avec sa fille. Et cela, l'intervenante le savait. Notre fille disait même ne pas avoir le temps de lui parler au téléphone, ne serait-ce que 2 petites minutes. Elle avait toujours des excuses. Elle cherchait aussi depuis un certain temps à nous prouver qu'elle pourrait nous forcer à faire des choses contre notre gré. J'avais bel et bien dit à l'intervenante que je refusais désormais de participer à ce genre de chantage. Prise au dépourvu, l'intervenante a prétendu et maintenu que j'avais accepté, sachant très bien que le contraire était la vérité. Si bien que le tribunal a dû statuer et qu'une ordonnance a été mise en place qui m'obligeait à me rendre à Montréal avec la petite, à demeurer sur place pour l'attendre et par la suite la ramener chez moi. Nous n'avons jamais reçu la moindre compensation monétaire pour tout ce que nous avons fait pour notre petite fille. Tout ce que nous le faisions de bonne foi.
Finalement, le 29 décembre, la cour ordonnait que mon petit-fils aille vivre avec sa mère au relais des jeunes familles. Notre petite fille, elle, demeurait avec nous pour l'instant. J'étais évidemment déçu de la décision du tribunal, mais je savais très bien qu'il n'y avait rien que nous puissions y faire. À partir de ce point, tout a basculé. Moi, j'étais épuisé et en colère. J'ai donc décidé de consulter. Je voyais un psychiatre. Ma sœur m'a alors aussi proposé d'aller passer quelque temps chez elle, question de me changer les idées, de me sortir de mon milieu. Le 18 janvier 2011, notre fille a contacté sa mère. Elle se plaignait qu'on lui avait fait manquer une visite organisée entre elle et sa fille. Elle disait que le prochain manquement de ma part occasionnerait des poursuites aux criminels pour enlèvement. Je trouvais déjà la situation difficile, mais maintenant elle était rendue ridicule. Oui, nous avions manqué le premier rendez-vous pour la visite de notre petite fille avec sa mère. L'intervenante avait bel et bien laissé un message le vendredi 14 en toute fin de journée, dans la boîte vocale de mon cellulaire. J'avais déjà avisé l'intervenante que le courriel était le meilleur moyen de me joindre pour les choses importantes. Malheureusement, je n'avais jamais pris mes messages durant ces journées. Mon épouse et ma sœur, afin de me protéger, m'avaient recommandé de ne prendre en aucun cas les téléphones du travail. On me demandait de me tenir loin de ces tracas et d'en profiter pour me reposer. Cette intervenante, elle, qui comme seul effort pour nous faire part de cette visite organisée par elle, avait été de laisser un message dans la boîte vocale de mon cellulaire à faire. Celle-là même qui m'entendait depuis des mois dénoncer le fait que notre fille ne démontrait aucun intérêt envers sa fille et le fait qu'elle refusait de la voir, ce qu'elle avait même fait par écrit. Cette intervenante tentait maintenant de nous tenir responsables de son incompétence. Elle n'avait pas su faire les efforts nécessaires pour nous joindre et maintenant qu'elle subissait les fautes de notre fille, elle tentait de nous faire porter le blâme. Pourquoi n'a-t-elle pas tenté de nous joindre le lundi? Elle savait trop bien qu'à chaque occasion, nous retournions nos appels ou répondions à nos messages. Elle a manqué et elle a plutôt choisi de nous faire porter le blâme pour cette situation. Je dois avouer que j'ai eu une réaction assez mitigée lorsque j'ai pris connaissance du message suivant qu'elle nous avait laissé. Il allait ainsi. Il ne faudrait pas prendre la petite en otage, sinon il nous faudra retourner à la cour. C'était vraiment la dérision. Nous ne savions rien de cette visite organisée, et elle, son seul effort avait été de laisser un message sur une boîte vocale à faire. Et maintenant, elle nous blâmait pour cette visite ratée. J'étais en furie. Je l'ai appelé et j'ai demandé des explications. Je lui ai fait part du fait que nous avions toujours collaboré et que son incompétence m'indignait. Que sa manière de nous blâmer pour son laxisme, je le trouvais inacceptable. Je lui ai aussi mentionné que j'étais sous l'impression que lors de la prochaine séance à la cour, qui était prévue pour le 14 février suivant, elle demanderait à ce que ma petite fille soit retournée avec sa mère. Ce à quoi elle m'a immédiatement répondu que c'était effectivement ce qui était prévu dans ses plans. J'ai alors élaboré, je lui ai fait part que moins de 60 jours plus tôt, elle nous confiait les 2 enfants pour une année, que c'était sa décision. Je lui ai fait part qu'avant ça, nous avions dû déménager afin d'avoir une chambre à coucher supplémentaire pour recevoir la petite. Que mon épouse avait dû s'engager à quitter son emploi pour prendre soin des enfants. Que nous avions dû nous procurer tout le nécessaire pour recevoir les enfants, les satisfaire aux exigences de la DPJ, et ceci allait du biberon à la couchette, en passant par les sièges d'auto, les couches, et ainsi de suite. Je lui ai dit que tout au long, je m'étais battu pour le bien de mes 2 petits-enfants. Tout le long, j'avais précisé que je désirais que les 2 enfants soient maintenus ensemble, qu'ils ne soient pas séparés. Je lui ai dit que si elle croyait que notre petite fille devait nous quitter dans 3 semaines, je ne voyais pas pourquoi elle ne le ferait pas maintenant. Ça éviterait des situations désastreuses comme celle dans laquelle nous nous retrouvions. Les 2 enfants seraient ensemble, et en plus, ça permettrait à mon épouse de reprendre le travail. Je lui ai mentionné que je considérais que nous avions gaspillé 1 an et demi de notre vie pour finalement revenir au point de départ, que j'en avais assez. Je trouvais inconcevable les multiples changements de cap dont étaient victimes mes 10 enfants. Pour moi, les décisions de la DPJ manquaient de sérieux,
Comment peut-on prévoir placer des enfants pour 1 an et 60 jours plus tard les retourner avec les parents? Notre petite fille allait devoir aller vivre au relais des jeunes familles à son tour. Elle souffrait d'asthme et l'endroit n'était très certainement pas regardé. Mais j'en étais venu à la conclusion que ce n'était pas 3 semaines qui allaient changer grand-chose. Le 31 janvier, nous retournions au tribunal qui ordonnait que la garde de notre petite-fille soit remise à la mère et qu'elle aille vivre au même endroit que son jeune frère. Nous avions discuté avec l'intervenante au dossier qui nous avait rassuré qu'elle demanderait que les contacts entre nous et notre petite-fille soient maintenus puisque des liens significatifs existaient bel et bien, selon elle. Nous avions aussi convenu que nous aurions les droits de visite avec notre petit-fils. On avait convenu qu'elle demanderait à ce que nous puissions appeler la petite chaque soir avant qu'elle aille dormir pour lui souhaiter bonne nuit. Que nous aurions des visites avec les 2 enfants au relais des jeunes familles. Que nous pourrions prendre la petite et la sortir. Nous avions toutefois reconnu qu'il serait plus difficile de le faire avec le petit garçon, étant donné ses problèmes de santé. Le 31 janvier, moi et mon épouse avons quitté le tribunal vers 10 heures. Vers 14 heures, j'ai demandé à mon épouse de joindre notre fille. Nous voulions prendre rendez-vous afin de ramener les effets personnels de la petite. Nous ne voulions surtout pas qu'elle soit pénalisée, qu'elle soit dépaysée, qu'elle soignait des objets qui lui appartenaient. Nous avons essayé à 3 reprises. Moins de 5 heures après avoir quitté le tribunal, nos numéros étaient déjà bloqués chez notre fille. L'intervenante de la DPJ avait commencé à nous punir pour l'avoir dénoncé. Elle avait obtenu que le tribunal ordonne que les contacts avec nos petits-enfants soient à sa discrétion. Après avoir obtenu une telle ordonnance, elle a immédiatement pris la décision que nous n'aurions plus aucun contact avec notre petit-fils. Elle a organisé une visite avec notre petite-fille en date du 7 février 2011. J'avais préalablement avisé l'intervenante que notre fils nous avait dit que notre fille se promettait de prendre sa revanche en nous forçant à avoir à notre tour des visites supervisées avec la petite. Mais que dans notre cas, ça ne serait pas chez elle, mais bien dans les locaux de DPJ. Qu'elle agirait ainsi pour nous punir de l'avoir empêché de passer des moments seuls avec sa fille, comme l'exigeait l'ordonnance du tribunal qui nous avait donné la garde temporaire. J'avais alors mentionné à l'intervenante que je refuserais ce genre de contact. Comme nous avions eu cette discussion, elle savait très bien que je réagirais, et c'est pourtant exactement ce qu'elle a choisi de faire. J'ai réagi, je lui ai laissé savoir mon accord. Elle s'est fait plaisir et elle a choisi de mettre fin à nos contacts avec nos petits-enfants. Sa revanche était maintenant complète et sa satisfaction entière. À partir de ce point, j'ai parlé à l'intervenante en une seule occasion. Elle jurait alors que c'était les exigences de notre fille que de nous obliger à avoir des visites supervisées. Notre fille, elle, jure du contraire. La seule chose dont nous soyons certains, et dont nous ayons la preuve, est que le tribunal avait laissé le tout à la discrétion de la DPJ. Cela nous donne une réponse des plus claires. L'intervenante pouvait agir à sa guise. Non seulement elle nous a menti en rejetant la responsabilité sur notre fille, mais elle a aussi menti au tribunal, comme en font foi les papiers déposés à la Cour en date du 14 février 2011. Elle y prétend que c'est suite à mon insatisfaction en raison de la décision du 29 décembre 2010 qui confiait la garde de notre petite fille, de notre petit-fils à notre fille, que j'ai renoncé et refusé de continuer à assumer la garde de notre petite fille. Elle savait très bien, puisque nous en avions discuté, que ceci était faux. C'est après qu'elle m'ait fait part de son intention de recommander que la garde soit confiée à notre fille moins de 20 jours plus tard, que je lui ai mentionné que je ne voyais pas pourquoi nous aurions dû attendre 3 semaines de plus. Nous sommes des travailleurs autonomes, j'étais débordé et fatigué. Je trouvais déjà la situation très difficile de devoir faire face seul. Moi et mon épouse étions prêts à faire de nombreux sacrifices, mais à la condition que cela change quelque chose pour nos petits-enfants. On n'a jamais retenu
quoi que ce soit sur nos revendications. J'ai eu beau protester, on faisait fi de mes dénonciations. J'ai maintenu la pression en ce qui concerne le placement de mes petits-enfants au relais des jeunes familles, que je considérais comme un danger potentiel pour la santé des enfants. C'était en décembre 2010 et janvier 2011. On n'a jamais retenu mon opinion. J'ai eu beau relancer, rien ne se passait. J'apprenais toutefois que mes enfants visitaient l'hôpital plus souvent qu'à leur tour. J'étais de plus en plus inquiet. Sans grande surprise, j'apprenais plus tard qu'à partir du 8 mars 2011, le département de santé publique de la ville de Montréal ordonnait l'évacuation et interdisait l'occupation des logements de l'édifice appartenant au relais des jeunes familles. Cette ordonnance se faisait pour les raisons que je dénonçais depuis longtemps déjà, c'est-à-dire la présence de contamination fongique. Le département de santé classait la situation comme étant urgente et la déclarait comme étant un risque pour la santé. Cette ordonnance de la ville de Montréal persiste encore en ce début de l'année 2012. Durant plus de 7 mois, nous avons été totalement privés de contact avec nos petits-enfants. Selon les prétentions de notre fille, la DPJ me voyait désormais comme un risque potentiel pour l'équilibre psychologique de mes petits-enfants. Puis, en septembre 2011, il y a eu une nouvelle situation de crise. Notre fille et ses 2 enfants se sont retrouvés chez nous pour quelques semaines. Le couple éprouvait des difficultés financières. Ils ont connu une période difficile, loyer en retard, services d'hydro coupés, téléphone débranché, Internet débranché, câblevision débranché, incapacité de subvenir à tous les besoins primaires des enfants. Les intervenantes sont à nouveau venues à la maison pour évaluer la situation. Puis, nous nous sommes retrouvés au tribunal nouveau. Monsieur prétendait la sécurité de son fils en danger chez moi. Il a déposé une requête en urgence. Je me suis présenté au tribunal avec ma fille, mais pas lui. Tout est tombé à l'eau. La situation chez ma fille demeure encore aujourd'hui très tendue et explosive. Monsieur travaille comme barbier, parfois jusqu'à 6 jours semaine. Il est parti pour plus de 12 heures par jour. Mais selon notre fille, il ne ramène quasiment rien pour la famille. Elle ne voit jamais la couleur de son salaire. Elle a connu son mari à Toronto en janvier 2010. Il est immigrant sans statut. En mai, ils étaient mariés et en septembre, leur fils naissait. En avril dernier, monsieur a fait venir au pays sa fille de 7 ans, fille d'une union précédente. Le couple se retrouve donc avec 3 enfants, dont 2 fréquentent fréquemment les hôpitaux. Le seul revenu stable du couple consiste en les chèques d'allocation familiale. Notre fille refuse de faire une demande d'aide sociale parce que ceci viendrait mettre fin à sa demande de parrainage pour son mari et la fille de ce dernier. Ceci explique bon nombre de difficultés financières du couple et tout ce que cela implique. Finalement, après avoir passé quelques semaines chez nous, notre fille a choisi de retourner auprès de son conjoint, avec les enfants. À partir de ce point, elle contactait sa mère quand même assez souvent. Mais tout cela devait se faire en catimanie afin que son conjoint ne la prenne point. Il lui interdit d'avoir des contacts avec ses parents. Nous visitons les enfants le plus souvent possible et les accompagnons pour leurs rendez-vous médicaux quand ça nous était possible. Ça nous fait énormément plaisir de les voir et de passer un bon moment avec eux. Je déplore toutefois que ce soit fait clandestinement et que les enfants soient ainsi forcés de mentir sur les contacts qu'ils ont avec nous. Tout dernièrement, les contacts ont été à nouveau rompus avec nos petits-enfants. Dans la soirée du 21 décembre dernier, ma fille me contactait pour me demander d'aller passer la soirée à l'hôpital avec mon petit-fils. Elle avait elle-même passé la journée à l'urgence et on lui avait administré de la morphine. Son fils devait passer des examens médicaux importants le lendemain matin. Le père, lui, refusait que l'enfant soit amené à l'hôpital. C'est une infirmière sociale qui a contacté la DPJ afin de dénoncer la situation. L'intervenante a alors contacté la mère
et ensemble, elles ont décidé qu'il serait mieux de demander l'assistance des policiers pour aller chercher l'enfant et de le ramener à l'hôpital. C'est ce qui fut fait. Je me suis rendu à l'hôpital par la suite. J'ai pris soin de l'enfant pour une bonne partie de la nuit. Le 23 décembre, je suis retourné chercher ma fille et les 3 enfants qui se trouvaient à l'hôpital. Je les ai ramenés à la maison pour la fête de Noël. Notre fille voulait que les enfants passent un beau Noël. Selon elle, son conjoint refusait d'acheter des cadeaux et prétendait que ce n'était pas nécessaire parce que les enfants sont trop jeunes et qu'ils ne s'en rappelleraient pas de toute manière. Ils ont passé du 23 au 26 décembre chez nous inclusivement. Ça s'est très bien déroulé, si ce n'est que monsieur lui faisait des appels nombreux et nous insultait ou encore accrochait. À chaque journée, il nous a harcelés. Notre fille, elle, refusait de lui parler. Le 23, ça a débuté 22h pour se terminer à 2h30 du matin. Le 26, notre fille voulait profiter du Boxing Day avec nous. Et elle avait convenu que je les ramènerais à la maison après le souper. Son mari a recommencé son harcèlement vers 17h. Elle lui a parlé, mais monsieur n'était pas satisfait. Il continuait d'appeler et était très agressif avec elle. Elle a par la suite refusé de lui parler, puisque la discussion n'allait nulle part, et de toute manière, monsieur ne faisait que des insultes. Si moi ou mon épouse répondions, il nous insultait ou raccrochait pour rappeler quelques secondes plus tard. Il a fini par me faire des menaces de mort, ainsi qu'à mon épouse, et ce, en plus d'une occasion. J'ai fini par décider d'enregistrer les conversations. Nous ne pouvions d'aucune manière nous permettre de décrocher l'appareil, puisqu'un autre de nos fils devait voir son enfant naître dans les heures qui suivaient. Notre petit-fils est finalement né en date du 28. Finalement, j'ai reconduit ma fille avec ses enfants chez elle. Je les ai aidés à monter les nombreux cadeaux et les enfants. Notre fille demeure au 4e étage. Je ne suis pas rendu à l'appartement afin de ne pas envenimer la situation. Toutefois, j'ai dit à ma fille que dans 1 heure, je la rappellerai pour me rassurer que tout allait bien pour elle et les enfants. Je lui ai dit qu'il fallait que je lui parle. Si après 3 essais, je ne lui avais pas encore parlé, je contacterai des policiers afin qu'ils aillent voir ce qui se passait. Une fois revenu à la maison, nous avons entrepris de contacter notre fille. À la première occasion, c'est le répondeur qui s'est fait entendre. À la deuxième occasion, c'est le conjoint de notre fille qui a répondu, qui a été insultant et qui a raccroché. 3 minutes plus tard, nous rappelions à nouveau, et cette fois, c'était un policier qui nous répondait. Ce dernier a alors entrepris d'expliquer à ma fille qu'il trouvait inacceptable d'appeler de manière consécutive à 7 heures de la soirée. J'ai donc demandé à mon épouse de me le passer au téléphone, et je commençais à expliquer aux policiers que c'était là un signal que j'avais convenu avec notre fille, afin de nous assurer que tout allait bien. J'ai alors entendu le mari de cette dernière dire au policier qu'il lui interdisait de me parler au téléphone sur sa ligne, et la ligne s'est coupée. Par la suite, nous n'avons eu aucune nouvelle de la soirée. Le lendemain matin, notre fille a appelé à la maison. À la première occasion, elle a eu le temps de dire à sa mère que son conjoint avait brisé les boîtes des cadeaux lors de son arrivée. Puis, la ligne s'est décrochée. Quelques minutes plus tard, elle nous rappelait pour nous dire que lors de l'appel précédent, c'était son conjoint qui avait débranché la ligne. Ce fut la seule chose qu'elle a eu le temps de nous dire. Mon épouse l'a par la suite entendu dire « Non, ne débranche pas le téléphone » et la ligne s'est coupée à nouveau. Puis, il y a eu un 3e appel. Notre fille nous a alors mentionné que son conjoint avait quitté pour aller au dépanneur. Elle disait à sa mère qu'elle désirait le quitter, qu'elle voulait absolument que nous allions la chercher. Elle disait que sa vie avec ce dernier était terminée. Elle était en panique. Là-dessus, j'ai demandé à ma femme de me la passer au téléphone et j'ai pu enregistrer une partie de notre conversation. Je vous la fais entendre.
C'est correct. C'est ça. Ça bien, ma femme. Tu as été assez intelligent pour passer la nuit là, à jouer ton mari, prendre un couteau qui veut partir après moi, tu te bats avec lui pour l'empêcher, tu le dis pas aux policiers, puis tu passes la nuit là avec tes enfants. Oui, je l'ai dit aux policiers, j'ai dit à besoin d'aide, à me donner un support. Ils ont dit, vous pouvez régler votre conflit en vous deux, je pense qu'il est juste écouté, bon, mais très bien, tu prendras une décision demain. C'est la policière, m'a dit. Le policier t'a dit ça, même si tu lui as dit qu'il y avait un couteau dans les mains et qu'il avait voulu partir après moi. Oui, la policière, il y avait une noire et il y avait une femme. La femme a dit va te coucher les filles, va te coucher les filles, le même matin, tu m'as pris ta décision. Ben voyons donc. Puis après ça, la policier m'a parlé, puis il m'a dit qu'elle est ici en France. Toi, pris ma mission, je vais pas être mort si je m'en vais. Ça fait longtemps que ça dure. Ok, oui. C'est dans sa pièce qui... Yeah, mais ça, moi, j'appelle un matin, là, je vais raccrocher, je vais appeler l'urgence sociale, puis je lui demande d'envoyer quelqu'un chez lui, tout de suite. OK. Puis je vais me préparer, là, je vais aller te chercher. OK. C'est bon, t'es sûr? C'est mes enfants, c'est peut-être mon truc, les enfants, mes collègues, ma tête. C'est sûr? Non, mais tu peux pas t'en aller là-bas après chercher des affaires, mais ça. T'es sûr que c'est ça que tu veux, là? Oui, je m'en vais, c'est fini, c'est fini. J'ai déjà fait l'immigration, je transfère, me demande de parrainage, je s'en vais. Ok, bon, ben, je vais rappeler, là. Ouais, puis payer le trailer, là. Je vais emmener le trailer avec moi, puis on va m'amener quelqu'un comme témoin. On va demander à des policiers. Oui, mais j'ai pas de chance, parce que je vais pas monter, là, mais je vais qu'il est blessé, parce qu'il est fucké. Qui ça? Il m'a dit, c'est très calme. C'est ça, c'est beau. Puis quand c'est mon père avec le couteau dans le cœur. C'est Je beau. prends mal à mon père, c'est pas vrai, puis je prends mal à l'écran. C'est beau. Ok. Ok? C'est que... Allô? Oui? Parce que je me... Là, les enfants sont calmes, là, ils sont en train de manger les cochonneries, ils ont déjeuné. La mère peut faire les filles, les gagnants, je peux. Ok. Ben, on met ça, on va essayer de trouver des boîtes, puis Moi, j'ai pris sa main, ils sont rien plus ça. Je vais canceller mon bain la semaine prochaine, ça va me coûter 100 $, c'est dans le bain. C'est bon. Ok? C'est bon. Bye. Immédiatement après avoir accroché, j'ai procédé et j'ai contacté les urgences sociales. L'intervenante à laquelle j'ai parlé m'a expliqué que dans un tel cas, il me fallait faire le 911. Ce que j'ai fait. Je dirais une dizaine de minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un policier. Ce dernier semblait en furie. Il levait le ton et me disait que ce que je venais de faire était inacceptable. Il me disait que j'avais dérangé 2 patrouilles en les appelant en urgence, que ces derniers s'étaient rendus sur les lieux, qu'ils étaient avec ma fille, qu'ils avaient cogné à la porte de l'appartement, on leur avait dit d'entrer, et les policiers avaient retrouvé une petite famille. Monsieur avait son fils dans les bras. Il était avec madame. Les 2 jeunes filles étaient assises par terre. Et la petite famille regardait la télévision. Il me disait que la police, en cette période des fêtes, entrait un matin tôt pour déranger une petite famille très tranquille. Il m'a alors dit que ma fille était assez vieille pour faire appel au 911 si elle se sentait en danger, que je n'avais pas à le faire. J'ai rétorqué que selon ce que moi j'avais comme information, je tentais de lui expliquer, et monsieur me coupait toujours la parole, m'empêchait de lui parler. Pourtant, ce n'était que quelques minutes après l'appel que je vous ai fait entendre au préalable. Le ton a levé, et le policier m'a raccroché la ligne au nez. J'étais vraiment abasourdi, je comprenais plus rien. Ma fille venait de nous lancer un appel disant qu'elle voulait quitter son loyer, qu'elle ne désirait plus rester avec son mari, et je venais d'entendre un policier qui me disait que tout était calme. J'entendais le policier me dire que la petite famille était heureuse. J'entendais ma fille dire que c'était vrai, et que c'était moi qui tentais de foutre le trouble dans son couple. Depuis cet instant, les liens avec nos petits-enfants ont été à nouveau coupés. En contrepartie, moi j'ai demandé à rencontrer les policiers. Je trouvais inadmissible
Quand le soir du 26, les intervenants sur place a été mis au courant qu'un individu avait tenté de me poursuivre avec un couteau, qu'ils a demandé à ma fille d'aller se coucher et de passer la nuit paisiblement, et de voir le lendemain matin ce qu'elle devrait faire. Les policiers ont été appelés sur les lieux de cet appartement, je dirais à au moins 5 reprises au cours des 6 derniers mois. Ils sont conscients des conflits et de la violence conjugale qui y règne. Je pense qu'il est inacceptable de ne pas prendre de précautions dans un tel cas. Dans l'enregistrement, on entend ma fille dire qu'elle a demandé à ce que monsieur soit amené afin qu'il obtienne de l'aide. Le policier m'a aussi confirmé qu'elle lui avait parlé de l'histoire du couteau. Il m'a aussi dit qu'il n'avait pas pris l'histoire au sérieux et qu'il n'avait même pas fait de rapport sur l'incident. Je trouve cela inacceptable. J'ai en ma possession plusieurs documents légaux concernant le dossier de mes petits-enfants avec la DPJ et tout ce qui se trame autour des tribunaux. Ici, un document officiel qui consiste en l'étude de la situation sociale de l'enfant en vue d'audition devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, signé en date du 25 août 2011. Depuis septembre 2009, que je suis impliqué dans le dossier, on m'a fourni de nombreux documents judiciaires. Dans les premiers papiers qui m'ont été fournis, j'ai appris qu'à sa naissance, ma petite fille testait positive à la drogue. C'est d'ailleurs un des éléments qui est travaillé depuis. Je dois féliciter ma fille puisque sa consommation a cessé. Au cours des 2 dernières années, elle a subi de nombreux tests et tout s'est avéré négatif dans son cas. Par contre, depuis le tout début, j'entends parler des ordonnances de la Cour d'interdiction de consommer. Et même dans le document produit du 25 août dernier, la DPJ déplore la consommation du père. À quoi servent ces ordonnances si on ne sait les faire appliquer? J'ai en ma possession plus de 30 heures d'enregistrement de témoignages de ma fille. Elle se plaint de différentes scènes de violence conjugale, de la consommation d'alcool excessive de son mari, de sa consommation de cannabis qui ne cesse pas, de leurs difficultés financières. Entre avril 2011 et juillet de la même année, la Société de l'assurance automobile du Québec a remis au-delà de 40 000 $ à ma fille. Pourtant, aujourd'hui, ils sont sans le sou. Tout a été dilapidé. Ils n'ont aucun bien, d'aucune valeur que ce soit. Ils se retrouvent toujours dans le trou. Nous sommes fatigués, épuisés d'avoir à subvenir aux besoins de nos petits-enfants. Évidemment, il nous est impossible de renoncer à le faire parce qu'eux n'ont rien à voir dans tout ce qui se passe. Ma fille a ses lacunes. Je suis d'avis qu'elle a besoin d'aide. Mais par contre, je crois que la DPJ est censée avoir les outils pour pallier à ce genre de problématique. Pourtant, elle ne fout rien. Rien, à part mettre la merde entre les membres de ma famille. Nous avons, en tout, 6 petits-enfants. Au cours des 2 dernières années, nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour les cas des 2 qui sont aux prises avec la DPJ.
Évidemment, ceci a diminué de beaucoup notre disponibilité pour les autres. Nous sommes maintenant à une période de notre vie où nous voulons retrouver une certaine tranquillité. Nous voulons profiter de chacun d'eux. Il nous est donc devenu impérial de mettre nos énergies à la bonne place. La seule manière d'y arriver, et j'en suis convaincu, c'est de donner notre temps, notre attention à nos petits-enfants qui nous sont disponibles. Nous ne pouvons continuer ainsi à nous battre contre la volonté des parents. Il leur revient de prendre les bonnes décisions. Nous serons toujours disponibles pour prendre soin de nos petits-enfants.